Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Un petit mot avant de démarrer cet épisode pour vous informer que Tip & Shaft Connect revient pour sa 9e édition le 2 avril, cette fois-ci à Lorient, plus précisément au Palais des Congrès. Au menu, une journée d'échange autour des enjeux économiques et RSE de la voile de compétition. Pour les infos et les réservations, c'est sur le site tipandshaft.com ou sur nos réseaux sociaux. Par ailleurs, le Sailors Film Festival présenté par le CIC est également de retour avec une première date pour l'édition 2025 le 5 mars au Grand Rex, avant une tournée dans toute la France, au programme des films inédits et exclusifs et sur certaines dates la présence des marins sur scène. Infos et réservations sur le site sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le 202e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Je suis Maxime Cogny à la place d'Axel Capron qui a bien le droit à quelques jours de repos et nous recevons aujourd'hui 2 des acteurs de la 10e édition du Vendée Globe, 2 marins qui ont terminé 26 et 27e. 91 jours de mer et 27 minutes d'écart entre Louis Duc et Sébastien Marset. Bonjour messieurs. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime, salut Louis. Salut Seb. Vous nous direz dans un instant, Sébastien, Louis, où vous en êtes de votre atterrissage parce que vous êtes arrivé le 9 février dernier, le 9 février, petit rappel. Louis, tu naviguais sur FIV Group Lantana Environnement, Sébastien sur Foussier, des bateaux non dotés de foil. Vous nous raconterez la course et la façon dont vous avez mené vos projets. Mais avant cela, dites-nous ce que vous avez fait dans les jours qui ont suivi l'arrivée, ce que vous vous apprêtez à faire, car nous sommes le lundi 24 février au moment où on enregistre ce podcast. Louis, où te trouves-tu ? Alors, écoute, ça fait 2 semaines qu'on est arrivé et j'ai l'impression que ça fait 3 mois déjà. La course elle est partie très loin, c'est hallucinant. Et par contre, les premiers jours d'atterrissage, j'avais en tête de faire énormément de trucs. Et j'avais une liste de boulot énorme. En fait, j'ai rien fait de tout ça. J'ai réussi à faire 3 lessives en une journée. Je crois que c'est mon record de travail la semaine qui a suivi l'arrivée. Et puis, j'ai eu l'occasion de partir quelques jours en montagne pour se déconnecter un petit peu du bateau. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression d'être parti depuis très longtemps. Et là, je suis de retour à Lorient et bientôt au Sable d'Olonne pour récupérer et ramener mon bateau dans mon pays, en Normandie. Le ski, c'est important, c'est là que c'est ce que tu dis, hein, il y a beaucoup de marins qui ont fait ça, la montagne après la mer. Hein. Ouais, je crois que changer un petit peu d'univers à un moment donné, que ce soit le ski ou autre chose, hein, ça fait du bien parce que tu sors de l'univers nautique, tu sors un petit peu de tout ce qu'on a vu pendant et subi ici pendant 4 ans, et puis tu vas en vacances voir d'autres trucs, du soleil un petit peu en montagne et tout, voir de la neige, et ça fait vraiment du bien de pouvoir sortir de ce qui nous a fait vivre pendant plusieurs mois déjà, là. Sébastien, raconte-nous ton atterrissage, toi aussi depuis le 9 février, que fais-tu, où te trouves-tu et qu'as-tu fait depuis ? Alors écoute, moi aujourd'hui je suis à Nantes qui est ma ville natale, enfin là où j'ai grandi pour une petite escale médiatique. Voilà, c'est mon deuxième passage ici pour aller rencontrer les médias nantais et c'est très chouette. Sinon un peu la même sensation que Louis, c'est-à-dire très peu d'efficacité. Euh, Moi j'ai pas vraiment coupé encore. Je pense que je vais couper à partir du moment où le bateau aura regagné son port d'attache à Port-la-Forêt. Ce sera courant de cette semaine. Et j'ai repris pied par contre dans la vie quotidienne. Voilà, ma femme a porté le rythme, le côté familial et la maison et les enfants pendant 3 mois et puis pendant plus que ça avec la lourdeur de ses projets. Ça a été un quotidien pour elle assez dense à terre aussi. Donc j'essaye de prendre le relais malgré mon inefficacité. J'essaye de prendre le relais à la maison. Tu disais, vos projets ont été lancés il y a 4 ans. La partie la plus simple, est-ce que c'était d'être en mer ? C'est ce que tu évoquais dans ta conférence de presse quelques minutes seulement après ton arrivée. J'ai fait ce que je sais faire en mer. Tu étais plus à l'aise dans cette partie-là de ton projet Vendée Globe ? C'est comme ça qu'on le traduit ? Oui, c'est ce qui drive tous les choix, tous les engagements. C'est cette passion pour la navigation, pour la course au large. Donc effectivement, c'est là où je suis le plus à l'aise et
je le ressens encore aujourd'hui et ce que je me disais, tu vois, je me le disais sur l'eau que le Vendée Globe n'allait pas s'arrêter à la ligne d'arrivée parce que il y a le volet entrepreneurial qui aujourd'hui en fait demande d'être présent dès le passage de la ligne d'arrivée. Voilà, faut essayer de se projeter dans le futur, gérer ce bateau et se projeter dans le futur et aller à la rencontre de nos partenaires. Donc en fait, moi depuis l'arrivée, je suis là-dedans et la fatigue n'aidant pas à être efficace. Voilà, je fais de mon mieux, mais heureusement, je suis très bien entouré avec mon équipe. Louis, 91 jours, c'est peu par rapport à l'ensemble du projet, c'est ça? Bah, exactement, finalement 80 jours, c'est rien du tout par rapport d'abord à toute une, petite carrière qu'on a pu avoir. Je pense que Seb, il a un peu le même type de parcours que moi. C'est que ça fait une vingtaine d'années qu'on rame un peu dans ce milieu, qu'on monte des projets, on se bagarre et puis on rêve de Vendée Globe depuis très longtemps, hein. Je pense que Seb probablement ne me contredira pas non plus et puis depuis 4 ans, c'est notre vie en fait, le Vendée Globe. Depuis 4 ans, on démord pas de ça, on rêve de ça, on vit de ça, on en survit même quelquefois. On a monté nos projets dans la douleur et puis petit à petit, on a fait évoluer, on a réussi à se qualifier et puis ben, on a dépensé toute notre énergie à ça. Et donc, le départ du Vendée, c'était le soulagement et l'aboutissement de tout notre travail de 4 ans de boulot. Et puis maintenant, nous voilà avoir accompli notre mission et notre rêve. Et donc maintenant, bah, ça, faut pas que ça s'arrête là maintenant parce que on a pris une énorme expérience. Et puis là, c'est vrai que aujourd'hui, on est un peu vidé de tout ça et on a un peu ce contre-coup, mais qui va rebondir assez vite. Et donc, on a déjà une sensation déjà d'avoir accompli notre travail. Et maintenant, ben, il va falloir se remettre tout doucement dans la vie normale et puis revenir un peu à remettre nos bateaux en état et à repartir voir tous nos partenaires, les médias, tout ça. Donc moi j'ai réussi à faire cette petite pause là une grosse semaine et maintenant je vais rattaquer dans le dur, rentrer le bateau en chantier et remettre le projet en route pour la suite. Avant de parler de la suite, justement, messieurs, on va revenir un peu sur cette édition 2024-2025, mais à froid, là, est-ce qu'il y a des moments qui vous reviennent, qui vous sont revenus pendant les vacances ou les petits jours de coupure que vous avez eus? Bah, écoute, moi, ce qui est marrant et ce qui est assez sympa, c'est finalement d'aller voir des journalistes, ils te ressortent les photos, les vidéos, les extraits. Et en fait, c'est vrai que, tu vois, par exemple, il y a plein de, je suis pas encore replongé dans ma course à re-regarder des images. Et par exemple, voilà, j'étais dans un journal télévisé la semaine dernière, et je vois cette vidéo du départ, tu vois, où je m'exprime sur la ligne d'arrivée, et où en fait, je me replonge dans la course comme ça, et cette course, elle est tellement longue qu'en fait, t'as des souvenirs de la course, tu vois, même en mer, pendant la course, je me suis rappelé des souvenirs du début de la course, quoi. Et aujourd'hui, à terre, là, d'avoir ce regard un peu extérieur et de voir ces images, ça rappelle des sensations que j'avais presque déjà oubliées, tu vois, celle du départ. C'était zappé, c'était vécu, quoi. Quand on te demande c'est quoi ton meilleur souvenir, bah, évidemment, il y a le Cap Horn, tu vois, il y a des moments comme ça, mais du coup, c'est assez sympa de revivre la course à travers, avec un regard presque un peu extérieur, quoi. Louis, toi aussi, t'es perdu dans l'espace-temps? Bah oui, il a raison, Seb. C'est vrai que tout ça, c'est parti. Il y a des choses qui sont parties loin. Et puis, je pense qu'on a une capacité assez hallucinante à oublier les mauvais souvenirs. Et donc, même les trucs où on en a bavé, Seb, il était à côté de moi. Un de mes pires souvenirs, c'était après le Cap Horn, au moment où on s'est retrouvé planté à faire le contour d'un anticyclone et à retourner au pré alors qu'on avait nos amis Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquet qui s'échappaient royalement par le nord. Pour moi, je l'ai très très mal vécu à ce moment-là. Je crois que Seb, on s'est eu un petit peu en contact aussi à ce moment-là. Et aujourd'hui, bah, finalement, j'en parle en rigolant de tout ça. Et donc, c'est ça qui est assez sympa, c'est que finalement, les mauvais souvenirs deviennent des belles histoires à raconter. C'est ça qui est drôle. Tu parles de ce moment où tu les vois s'éloigner après les Malouines ou les Falklands, c'est selon, et finalement, ils terminent 7 jours devant vous, les deux autres bateaux à dérive, le Turquet Exa- ferré. Exactement, on était un petit peu plus nord que les Malouines. On est passé de la petite dépression qui nous accompagnait à ce moment-là. Il y avait une dorsale qui venait de l'ouest, et donc c'était au nord de la zone des glaces là. Et donc Benjamin et Tanguy ils avaient 150 000 d'avance sur nous. Ils ont pu passer largement devant tout ça. Et puis, ben, nous, on s'est fait un peu écraser. Alors, on avait des avaries, peut-être on n'a pas été réactif comme il fallait à un bon moment aussi, peut-être, hein. Mais moi, je manquais des voiles, donc je pouvais pas vite comme je voulais.
Et donc, on a vu les gens au nord pouvoir s'échapper au nord de cet anticyclone, et nous, on pouvait pas, ça n'a pas passé. Et donc, on était contraint de repartir dans le nord-ouest et naviguer au près et contourner un énorme anticyclone qui a remonté avec nous jusque le long du Brésil. Et donc, effectivement, on est passé de 100-150 000 de retard à plus de 1500 000, je crois, à un moment donné, hein. Donc, on a pris une semaine dans la tronche en quelques heures. Et ça, bah, tu le vois le schéma se faire. En fait, quand ça t'arrive sur la tronche, tu vois que ça va se passer comme ça. Tu le sais très bien. Tu essayes de te dire que c'est pas possible, mais tu vois très bien que ça va se terminer comme ça. Et c'est assez dur à vivre ce moment-là. Sébastien, toi aussi, tu revis ce moment-là ou pas? Ah ouais, ça a été un moment, ça a été effectivement pour moi aussi un des moments les plus durs de la course. Là, mon Vendée Globe, il était assez conforme à ce à quoi je m'attendais jusqu'à ce moment-là, en fait. Tu vois, en termes de navigation, en termes de compétition, en termes d'avaries. Voilà, j'avais eu des grosses avaries déjà, mais qui étaient un peu échelonnées dans le temps. Et c'est vrai que moi, ce passage-là, je me voyais passer devant à 100% des capacités de mon bateau. Je pensais pouvoir passer devant, et c'est vrai que on est sorti de cette dépression, et juste à la fin de la dépression, moi je casse une pièce du système de barre. Le bateau part au tas, et je casse mon Jenaker qui était la voile dont j'avais besoin pour passer devant cette situation météorologique. Donc la journée a été très douloureuse entre s'arrêter pour réparer le système de barre et puis dérouler la voile sur le pont pour réparer le Jenaker, et puis tout ça en voyant les heures passer. Tu te dépêches le plus possible, tu vois les heures passer et tu sais que ça va te tomber dessus, quoi. Et après faire un peu, c'est faire le deuil de cette situation-là, parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que la compétition a été super intense, et au point que, voilà, par exemple, la moindre manœuvre, moi, sur mon bateau, la moindre manœuvre, je faisais tout pour ralentir le plus tard possible, réaccélérer le plus tôt possible. Donc, c'est des efforts au quotidien qui sont hyper intenses, qui sont très exigeants pour pouvoir rester au niveau de ces bateaux qui sont quand même un peu plus rapides que le mien, quoi. Et du coup, en quelques heures, voir tous ces efforts bah, en fait, disparaître, bah oui, il y a du technique, il y a peut-être effectivement une mauvaise gestion aussi météo, je sais pas, mais en tout cas, moi, je pouvais pas, enfin, à ce moment-là, mon bateau n'était pas suffisamment compétitif pour rester devant. Et ouais, ça a été difficile à vivre sur le coup. Bah, ouais, on espère, mais après, les jours suivants, franchement, parce que notre route, elle a été franchement différente, et c'était désagréable, hein, quand même, hein, du vent de face, pas très fort, très aléatoire, et donc voilà. Après, à la fois, aujourd'hui, je le regarde un peu différemment que sur le coup. Je me dis, bah, voilà, le Vendée Globe était assez conforme à ce que tu avais imaginé jusqu'à ce point-là. Et par contre, là, tu as fait face à beaucoup d'adversités et tu as réussi à la surmonter. Et je me dis, c'est aussi une épreuve qui est intéressante, et c'est aussi une preuve de résilience qu'il faut prendre comme un bagage, une expérience pour la suite, et puis aussi voilà, être fier d'avoir réussi à surmonter ça, quoi. Comme quand on part finalement faire tout un tour du monde sans ces spies que tu as perdu assez rapidement, sans remettre le couteau dans la plaie, Louis. Bah oui, oui, Seb, il a extrêmement bien résumé la situation et l'état d'esprit dans lequel on était dans cette phase difficile de remontée de l'Atlantique, hein. On a vu bah, les bateaux de devant s'échapper et les bateaux un peu derrière, comme Violette, Cali, revenir sur nous, puisque ça retassait du coup derrière, forcément. Et donc, ben oui, moi j'ai fait des bêtises qui m'ont coûté très cher dès le début. J'avais fait le choix d'avoir deux spies à bord, donc au détriment d'autres voiles, bien sûr. Et puis, bah, ces spies-là, j'ai fait la bêtise alors la bêtise, il y en a un qui a explosé sans franchement avoir de raison. Le deuxième, je sais pourquoi. Ça, c'est de ma faute. Mais donc 3 jours après le départ, j'avais 2 voiles en moins déjà, ce qui fait quand même, une problématique quand tu as que 8 voiles à bord. Et puis, bah, du coup, tu vas utiliser d'autres voiles qui sont pas prévues sur les bons créneaux, et donc tu plus vite le reste de tes voiles. Donc, au Cap Horn, moi, j'avais plus de voiles d'avant, par exemple, donc j'avais plus de spi, plus de Genac, plus de code zéro, et que des voiles plates qui pour faire du près. Et donc, j'ai réparé, hein, bien sûr, hein, les petits spies, les trucs comme ça. Donc, ça m'a fait gagner quelques heures, quelques fois. Mais c'est extrêmement difficile à vivre parce que ben, on a fait une belle descente d'Atlantique quand même. Moi, je me suis retrouvé bord à bord avec Jean Le Cam au nord de l'anticyclone des Bermudes, donc en tête un peu du groupe des bateaux à dérive. Donc pour moi, c'était super. Et à la fois, je sais très bien qu'à partir de ce moment-là, le vent
va basculer, va tourner et on va être au portant. Et là, de toute façon, tout ce que j'ai gagné, je vais le perdre direct. Et donc, ce que j'ai gagné en une semaine, il va être perdu en 24 heures. Et donc, en 24 heures, j'ai pris 250 000 ou 300 000 dans la tronche. Et donc, ça, c'est aussi une phase qu'il faut accepter parce que tu sais que ça va se passer comme ça, pareil. Et puis, on a eu la chance d'avoir un sud aussi où c'est revenu un petit peu, ça a recollé. Donc, à l'entrée de l'océan Pacifique, on était d'ailleurs encore bord à bord avec Sébastien Marcet, côte-côte dans le petit temps, avec, on venait de doubler justement Lazare et Monnayeur. Donc, c'était un moment finalement pour moi qui était plutôt assez agréable puisque j'ai réussi à revenir là-dedans. J'ai eu un petit peu de chance aussi d'avoir un créneau météo qui a été favorable pour revenir sur Seb sur ce moment-là. Et puis on s'est retrouvé à jouer dans les bateaux de tête des bateaux à dérive. Donc ça, c'était un moment pas mal puisqu'on s'est bien débrouillé. Et puis derrière, forcément, ils sont repassés devant en vitesse du fait qu'ils avaient leur voile qui allait bien. Mais donc là, il y a des moments super, il y a des moments difficiles. Et puis au Cap Horn, je me suis retrouvé à devoir remonter l'Atlantique sans voile d'avant. Donc c'était pas forcément une situation très agréable en perspective. Enfin, tu parles du Cap Horn, Louis, là encore, vous étiez ensemble, hein, Exactement. dans 50 nœuds de vent, c'est ça? Alors d'abord, ouais, Seb, on s'est croisés à l'entrée des mers du Sud, en Afrique du Sud, hein. On était bord à bord, on a discuté un peu en VHF. Ouais, je crois que c'était un petit peu avant le passage de l'Afrique du Sud, je crois. Et puis quelques fois, on s'est retrouvés donc au début du Pacifique, au Cap Horn, on était 4 bateaux côte-côte. Il y avait Conrad Coleman. Moi, j'avais 4 bateaux à vue. Conrad Coleman, Freelance, Guirec Soudé. Et puis Seb qui était pas loin aussi. On était tous les 4 tous ensemble arrêtés sous le Cap Horn. Donc c'était aussi un moment extraordinaire hein, parce qu'on a eu une vue énorme. Il y avait 4 bateaux collés et puis ça a redémarré ensemble globalement juste derrière. Seb, tu te souviens de tous ces échanges avec Louis? Ouais, ouais, c'est marrant parce que même de l'extérieur, j'ai des copains qui m'ont envoyé des petits messages en me disant: «Oh, peut-être t'es encore bord à bord avec Louis». Donc, ouais, ouais, je m'en souviens très bien. Je peux te refaire toute la course, hein. Louis, il part plein ouest pour quand il y a une option, voilà, on a une zone de molle au tout début de l'Atlantique Nord, on peut pas trop descendre. Il part plein ouest. Moi, je fais une route un peu en escalier au milieu. Je me prends les pieds dans le tapis dans le poteau noir. Louis, il passe devant dans le poteau noir, il sort devant. Après, j'essaye de raccrocher le wagon. Effectivement, ça se réégalise un petit peu à l'entrée de l'Indien. On se voit, on navigue bord à bord un peu avant l'entrée de l'Indien. Après, il y a l'Indien. Il y a une grosse dépression en fait dans laquelle on se retrouve dans une situation quasiment similaire au bateau de tête, c'est-à-dire que Louis, tu plonges, si je dis pas de bêtises, avec Tanguy. Et puis il y a un groupe très au nord qui fait le choix plutôt de naviguer devant le front en bâbord à mur à un angle serré pour rester très longtemps devant le front, mais avec une route un peu plus longue. Et puis en fait, on se retrouve effectivement à ce coin de la zone des glaces, celui de l'Australie, là où la zone des glaces plonge plein sud. Et là, on est ensemble avec lui. Moi, vraiment, ce coin de la zone des glaces, pour moi, c'est une bouée au vent, quoi. C'est-à-dire, j'arrive au coin et j'envoie un spi. D'ailleurs, à ce moment-là, j'envoie mon grand spi. Je me dis là, le vent est à 25 degrés de sa direction théorique. Il n'y avait pas trop d'air. J'envoie mon grand spi, qui est un très grand spi. Et là, je le déchaussette, je retourne sur la plage avant, puis je me dis, j'ai l'impression que le vent a tourné. Et je retourne dans le cockpit, et en fait, ouais, le vent est retourné à sa direction prévue, et je fonce dans la zone des glaces avec mon grand speed, donc je l'ai envoyé pour m'en servir 25 minutes, et là, on s'est retrouvé vraiment bord à bord avec lui. On était bah là, il y a une photo, il y a la photo que je prends de toi, Louis, dans la mer, là, où tu es juste derrière. Je me réveille. En plus, on avait des soucis, un peu des soucis d'AIS, donc on se voyait pas forcément très bien. À un moment donné, je me réveille, Louis, t'es 300 mètres derrière moi, et je crois que toi, tu dormais à ce moment-là. Donc ouais, je me souviens de tous ces moments-là. C'est cette compétition avec Louis et avec tous les autres qui fait que ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Et tu dis ça, Sébastien, Guirec Soudé disait la même chose de toi, Louis, hein, de l'avoir poussé dans ses retranchements, comme Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquet à l'arrivée. Bah ouais, Guirec, c'était aussi un bon camarade de Vendée Globe, hein, parce que on a dans les mers du Sud, on a longtemps été pas très loin, bord à bord. En fait, Guirec, il était un petit peu derrière moi pendant un moment, mais il allait un petit peu mieux, parce que pareil, moi j'avais plus d'aérien, donc plus de mode vent sur mon pilote depuis le Cap-Vert à l'aller, hein, donc j'ai fait tout le tour du monde quasiment sans aérien, donc sans information de vent. Ce qui, ce qui change un peu la donne en termes de performance. Et Guirec, en fait, c'était drôle parce que quand il avait des doutes, des trucs, on échangeait beaucoup. Et puis, quand il avait une avarie, c'était assez drôle. Il me passait un petit coup de fil. Ah, voyons, j'ai cassé ça, comment tu ferais?
Alors je dis bah là t'es dans la merde quand même, hein. Et puis bah il dit bah moi je ferai ça, j'essaierai ça, voilà. Et puis il me rappelait ah bah c'est bon, j'ai réussi, j'ai refait ça, j'ai renvoyé de la toile. Donc c'était assez rigolo. Puis à un moment donné il a cassé des trucs, il s'est arrêté sous le vent des îles Kerguelen et il est reparti dans une énorme dépression. Je pense que c'est peut-être le marin qui fait partie des marins qui a le prix le plus cher dans tout le Vendée Globe. Et donc, pareil, bah, comment faut faire? Là, j'ai 3 riz dans la grand voile, le bateau est encore en vrac. Bah là, t'as pas le choix, hein, faut affaler, hein. Donc, il a tombé sa grand voile, il a navigué dans les conditions dantesques, et puis il est ressorti de tout ça. Et il a même réussi à se faufiler aussi, lui, devant l'anticyclone qui nous a bloqué avec Seb un peu plus tard. Donc, il finit devant nous. Mais ça a été un camarade de jeu extraordinaire parce que je dirais qu'il a pas beaucoup d'expérience sur le monde de course au large, mais il apprend très vite, il est hyper intelligent. Et donc, il a su faire face à toutes ces avaries en permanence. C'est quelqu'un qui est aussi un sportif de haut niveau, qui est un aventurier de dingue, avec quand même 2 traversées de l'Atlantique à la rame. Faut quand même être un petit peu fou pour faire ce genre de truc. Et donc, bah, il a pas peur. Donc, quand il y a un truc qui va pas, bah, il monte dans son mât 3 fois, il s'éclate la tronche dessus, mais il redescend, c'est réparé. Et donc, à chaque fois, il a monté ses avaries comme ça, et il a assumé ses bêtises, et puis il a fait une très belle course aussi. Donc, c'était un très bon camarade de jeu, et un bon camarade aussi pour se tenir un peu les coudes de temps en temps. On était quasiment tous les jours en contact. Il y a eu ces différents matchs dans le match. Jamais vous ne vous êtes lâché. Vous n'avez rien lâché. Puis il y a eu ces drôles de rencontres. Sébastien, ça va? Tu ne rêves pas d'iceberg, toi, la nuit, hein? Tu te réveilles pas? Non, 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 je rêve pas d'iceberg, mais c'est sûr que c'est un moment qui m'a marqué. En fait, euh, c'est marrant parce que la veille, quand la direction de course me contacte et m'informe de la situation, je fais une vidéo où je dis j'ai pas du tout envie d'en voir, mais à la fois j'aimerais en voir. Et 24 heures plus tard, je me retrouve dans cette situation où en fait, c'est incroyable parce que au moment 20 minutes plus tôt, avant cette rencontre, ou une demi-heure plus tôt avant cette rencontre avec l'iceberg, je suis en ligne avec Hubert Lemonnier, le directeur de course, parce que voilà, j'étais devant un groupe de bateaux pouvait être concerné par la position de cet iceberg. Et donc je passe à la position et puis j'envoie un message à Hubert Lemonnier et puis je dis bah écoute, je suis passé à la position, j'ai rien vu quoi. Et j'avais calé ma trajectoire sur une dérive de l'iceberg de un nœud vers le nord, ce qui m'avait été donné par le fichier pose report d'iceberg qui m'a été envoyé 24 heures plus tôt, quoi. Et en fait, cet iceberg, il a dérivé à un nœud, mais plein est. Et donc, comme ma route, elle était est-sud-est, globalement, ben voilà, en fait, j'ai trouvé l'iceberg 24 000 plus loin dans l'est, et c'était complètement inattendu parce que d'après les infos qui m'étaient données à terre, ils étaient certains qu'il n'y avait pas plus d'icebergs. En tout cas, ils étaient très confiants dans le fait qu'il n'y ait pas plus de gros icebergs, quoi. Et donc, en fait, moi, quand j'ai eu Hubert, je suis descendu à l'intérieur. J'ai quand même laissé évidemment mon radar allumé avec la veille. Et c'est ça qui m'a réveillé d'ailleurs. Et donc, quand l'alarme se met en route, euh, ben, je sors immédiatement sur le pont. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur le fait que c'est un iceberg. J'en ai jamais vu de ma vie. J'en ai jamais vu de ma vie, mais je vois la masse blanche devant moi. C'est bien au-dessus des vagues. Et donc, et c'est blanc étincelant, quoi. Et donc, pour l'éviter, c'est un peu devant sous le vent. Donc, pour l'éviter, je suis obligé de rouler mon Genac, donc temporairement d'abattre et de rouler mon Genac, quoi, tu vois. Et là, à ce moment-là, je suis à 3 000 et demi d'iceberg. Je finis de rouler à 1 000 et demi. Et c'est vrai que ce qui m'angoisse à ce moment-là, c'est le fait de pouvoir taper un growler, quoi. Et, donc en préventif, j'avais quand même fermé toutes les cloisons étanches. Je navigue toujours avec les 2 premières cloisons étanches qui sont fermées. Là, je suis allé fermer jusqu'au pied de mât, même jusqu'en arrière de la cloison de quille. C'était fermé. Et effectivement, tu dis là, si je tape fort, ça peut être très 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 problématique, quoi. Donc j'ai ralenti évidemment aussi. Donc aujourd'hui, à posteriori, je me dis, bah voilà, c'est cool, t'as vu un iceberg dans ta vie, et donc voilà, mais je pense qu'il faut en tirer plein d'enseignements aussi, notamment dans la gestion de la course. Tu vois, l'information, je pense que 20 une trentaine d'heures avant, on faisait une bataille d'empannage, il y avait un jeu de placement où on exploitait les variations de direction du vent pour se placer le mieux possible. Ça aurait été très très facile à ce moment-là de se mettre quelques dizaines de milles plus au nord et d'être certain d'être en sécurité. Je pense aussi que le modèle de ZEA figé, ben évidemment, on est obligé de figer un parcours pour que tous les coureurs fassent le même parcours, ça c'est une évidence. Par contre, je pense que dans les infos
qu'on transmet aux bateaux qui passent pas mal de temps après les premiers. Il faut qu'elles soient peut-être plus mieux mieux anticipées, mieux calibrées. Et voilà, j'ai échangé avec la direction de course là-dessus. Globalement, on a un peu le même ressenti. Moi, on m'aurait donné, tu vois, une zone, par exemple, qui aurait été dite une zone déconseillée, qui soit pas obligatoire, mais qui soit déconseillée. Bon, clairement, je pense que j'aurais fait le choix de pas aller dedans, quoi. Tu vois. Donc voilà, ça permet aussi de réfléchir à comment on peut faire évoluer les règles de notre sport, la sécurité des marins. Voilà. Donc tout s'est bien passé parce que pas de collision avec aucun growler. Voilà, mais un beau stress sur le coup, c'est clair. Et ce contact avec la direction de course en permanence avec CLS à surveiller ces gros glaçons. Toi, tu n'en as pas vu, heureusement, Louis. J'imagine que tu t'en serais passé. Tu as trouvé ce que tu voulais dans les mers du Sud? Bah écoute, le moment où on a vu les zones de glace, c'était aussi, j'étais dans le même groupe que Seb, j'étais juste derrière lui, je crois, ou un petit peu derrière lui. On a reçu les mêmes informations de la direction de course, un peu tardif, je suis assez d'accord avec Seb là-dessus. Et par contre, moi, quand j'ai vu la position qu'il donnait, et donc avec une dérive estimée d'un nœud vers le nord, pareil que Seb exactement, je me suis dit, bah tiens, ils vont être quand on passera 20 000 plus nord. Donc qu'est-ce que j'ai fait, moi, en imbécile? J'ai dit, bah tiens, je vais me mettre un petit peu 20 000 plus nord pour voir si je peux les voir. Et donc, au final, bah, en espérant les voir, je les ai pas vus, alors que Seb, lui, voulait pas les voir et il les a vus. Donc, tu as voulu jouer. C'était un jeu risqué, tu le dis toi-même, mais tu as voulu jouer. Oui, alors après, on savait aussi on passerait 2 jours dans cette zone-là avec un petit peu de visibilité, tout ça, donc et sur une zone tout droite. Donc il n'y avait pas de navigation de nuit a priori dans cette période-là. Je crois que peut-être que pour Seb, c'est différent, mais moi, quand je suis passé, je savais que je passerais de jour dans cette zone-là. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. C'était aussi assez bien positionné, assez vu en avance, donc on était prévenu qu'il y avait ces glaces-là. Par contre, ce qui était assez pas forcément très bien vu, c'est leur dérive, parce qu'effectivement, ça faisait du nord, puis d'un coup, c'est parti dans l'est à la même vitesse. Et donc ça, bah, ils n'ont pas su le détecter. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'incertitude. Et effectivement, comme dit Seb, on aurait eu une journée, 24 heures avant, de dire, bah, il y a une zone pas forcément interdite, parce qu'ils peuvent plus interdire à partir du moment où les premiers sont passés, mais une zone déconseillée, tu fais le choix ou non de t'écarter, et peut-être que quand tu fais un truc déconseillé, tu peux mettre un petit code d'honneur avec tous les bateaux du coin qui disent bah, on n'y passe pas. Voilà, donc c'est des choses aussi à imaginer pour la suite, bien sûr. Au-delà de cette zone des glaces, je parlais de la découverte pour toi des mers du Sud. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que tu en retiens, Louis? Écoute, moi je me suis senti très à l'aise dans cette période. Ça a été un moment extraordinaire pour moi. Ce qui est dingue, c'est la puissance des éléments, à la fois de la mer, hein, qui est un peu différente en fonction de où on passe, hein, dans l'Indien qui est assez difficile, et puis bah, les phénomènes météo, on voit bien qu'il n'y a rien qui les arrête. Ils sont beaucoup plus puissants que ce qu'on peut voir sur les prévisions. Et puis, ben ouais, ça passe très vite, c'est actif. Et donc, quand tu vois 35 nœuds fichiers sur les prévisions, bah, c'est pas 35 nœuds, hein, ça peut monter à 50, 45, 50, voire plus, et pas forcément qu'un passage de front. Donc voilà, on voit bien que les éléments sont pas forcément toujours très bien prévus, et puis plus violent surtout que ce qui est fait en amont. Et par contre, moi, ce que je retiens de cette phase-là, c'est qu'on a des bateaux qui sont extraordinaires, qui sont faits pour naviguer dans ces mers-là, et nos bateaux à dérive, je les ai trouvés extrêmement fiables pour naviguer là-bas, et je me suis toujours senti en sécurité sur ce bateau. Alors après, bah, on peut avoir de la casse du fait de la performance, du fait d'aller vouloir aller plus vite que les autres, mais par contre, on a vraiment des bateaux qui ont été bien conçus pour ça, avec des contrôles sur les quilles, sur les mâts, et on se sent sur des bateaux, vraiment sur des bateaux fiables. Moi, c'est ça que je retiens un peu de ce Vendée Globe et cette classe IMOCA, c'est qu'il y a eu un travail énorme de fait en plusieurs dizaines d'années, hein. Quand on voit un peu les premiers bateaux du Vendée Globe, notamment 96, 92, avec des bateaux avec des AVS qui étaient très faibles, des bateaux qui pouvaient rester couchés, qui se retournaient assez vite, avec des ponts très plats qui restaient à l'envers. On est très loin de tous ces bateaux-là. On a des bateaux qui vont très vite, et même nos bateaux à dérive qui sont un peu moins rapides maintenant que tout ce qui est foiler et tout, on arrive quand même à faire un tour du monde à des vitesses express, hein, finalement, parce que même si on navigue à 12-13 nœuds de moyenne sur un tour du monde, ou peut-être plus, bah, c'est quand même très rapide quand on compare à d'autres épreuves qui existent maintenant avec autour du monde avec de très vieux bateaux. Donc je pense qu'on a été extrêmement privilégiés de pouvoir faire un tour du monde en solitaire sur nos machines, et moi j'en garde un souvenir extraordinaire de ces mers du Sud, avec des moments qui ont été extrêmement différents finalement, parce qu'on s'attendait
On nous dit tous que l'Indien est dur et le Pacifique est encore plus dur. Et puis nous, finalement, on s'est retrouvés, comme disait Seb tout à l'heure, à contourner un anticyclone bloqué entre la zone des glaces et cet anticyclone, à passer au sud. Et donc finalement, des conditions assez cool finalement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans l'ensemble de la course, hein, il y a plein de groupes qui se créent. Et en fonction de l'endroit où tu es, tu n'as pas du tout les mêmes conditions que les autres. Et on voit que les bateaux devant, il y a des moments où il y en a quelques-uns qui se retrouvaient à faire du pré et à monter dans l'est ou dans l'ouest pardon de la Nouvelle-Zélande. Nous, finalement, on a fait beaucoup de VMG descente, donc beaucoup de portants. Il y a des bateaux qui ont fait beaucoup de reaching. Donc, vraiment, en fonction de l'endroit où tu étais dans la flotte, tu n'avais pas du tout les mêmes conditions. Et c'est ça qui est hyper intéressant à suivre, je trouve aussi. La compétition à tous les étages, on en parlait, c'est ça ce que tu retiens et ce sur quoi tu insistes, Sébastien. La notion d'aventurier pour le Vendée Globe, c'est pas ce que tu aimes que l'on retienne. Ah non, moi j'aurais jamais, je me serais pas engagé là-dedans si c'était pas une course, malgré le fait que j'ai un des bateaux les plus vieux. Enfin là, j'ai couru avec un des bateaux les plus vieux de la flotte. Effectivement, la compétition, elle est très importante et depuis le début, voilà, moi j'ai un parcours où j'ai fait beaucoup de navigation en équipage. Je suis revenu à la navigation en solitaire depuis 2018-2019. Et là, en me lançant dans un projet avec un bateau ancien, finalement, je me suis questionné sur qu'est-ce que tu vas chercher en tant que compétiteur. Et finalement, ce que je vais chercher, c'est la progression entre le moment où voilà, j'ai récupéré ce bateau et puis l'arrivée de ce Vendée Globe. Comment moi j'ai pu progresser en tant que skipper sur ce bateau-là, comment j'ai pu faire progresser mon bateau. Et c'est aussi ce qui fait que en mer, franchement, euh, en dehors des avaries, la compétition mobilise toute la concentration, tout le temps disponible, tout mon temps disponible sur le bateau. C'est une concentration de dingue qui dure 80 jours hors avarie, où on est obligé de gérer l'avarie en direct. Euh, et donc voilà, et ce que j'aime beaucoup dans cette compétition, c'est effectivement c'est un jeu. Pour moi, la régate, la course au large, c'est un jeu. C'est le jeu d'arriver devant les autres, devant les compétiteurs, et puis d'aller remplir ses objectifs. Et finalement, c'est un jeu dans lequel mes compétiteurs sont à la fois des concurrents, mais m'aident aussi à aller me surpasser, quoi. C'est-à-dire que voilà, quand on compare les moyennes, quand on compare les vitesses, quand on compare les options, quand on compare aussi avant le départ les choix un peu techniques que chacun fait sur son bateau, eh ben ça vient questionner son propre usage, ses propres choix. Et ça, je trouve que c'est le point vraiment positif du sport de compétition, c'est euh, donner le meilleur de soi grâce à ses concurrents, quoi. Voilà, et ça, je trouve ça génial. Alors forcément, quand on joue à un jeu, bah, à la fin, on a envie de gagner. Donc voilà, mais le Vendée Globe, c'est forcément une aventure, mais il faut pas considérer que ce n'est qu'une aventure, même pour les bateaux qui sont classés, bah, comme Louis et moi sur cette édition. On n'aurait pas du tout vécu la même navigation si ça n'avait pas été une course. Et on a donné le meilleur de nous-mêmes, quoi. Louis, tu veux réagir? Bah, je suis en phase complet avec Seb, hein. Il y a aussi un truc qui joue, forcément, c'est les facteurs financiers. On joue tous avec, justement, pas forcément à armes égales sur l'ensemble de cette flotte, mais par contre, à un moment donné, tu te cales dans un groupe de bateaux et puis tu progresses. On a tous fait évoluer nos bateaux différemment, comme on le sentait. Et puis, ben, on se retrouve avec nos armes qu'on a créées et on ne doit pas avoir de complexe par rapport aux autres. Et donc, on s'est retrouvé dans un groupe de bateaux à se friter et ça a été c'était extraordinaire, hein, et donc je partage tout à fait l'avis de Seb sur ce point de vue-là. On a parlé des soucis, il y a aussi certaines formules qui ont été employées. Louis, on parlait des speeds, des problèmes, et tu vas nous le dire. Il y a d'autres problèmes que tu as évoqués ou des choses qui seraient des problèmes pour d'autres marins qui, pour lui, Louis, le bricoleur, n'en sont pas ou sont des choses normales. Est-ce qu'il y a des choses normales avec le recul qui, en fait, t'ont quand même handicapé? Tu peux le révéler là. Ah, tu sais, je crois que tous les coureurs du Vendée Globe, les 40 skippers au départ, ils sont tous un minimum, même s'ils le sont pas au début, ils le deviennent, un bricoleur, hein. Et donc ça, c'est sûr que tous les bateaux ont eu des problèmes techniques et les ont tous, et tous ceux qui sont à l'arrivée, globalement, ben, on les ont résolus. Et donc, on fait preuve
d'intelligence, puis d'effort pour arriver à mettre fin à ces problèmes. Hein. On jouait un gars comme Benjamin Ferré qui à l'origine a deux mains gauches, bah finalement il a résolu énormément de problèmes techniques et je pense qu'il se soupçonnait pas d'être capable de faire ça. Donc toi, finalement on peut se révéler dans plein de thèmes différents sur ce vendredi. C'est ça aussi le côté extraordinaire de cette course, c'est que quoi qu'il arrive, tu dois débrouiller toute situation, que ce soit de la météo, de l'informatique, d'électronique, du composite, du gréement. Tu dois te débrouiller de tout pour finir avec ton bateau. On voit à la fin un jeune Cam qui refait un été pour pouvoir finir sa course. Quand on a eu à passer un petit peu de temps avec lui, il nous a expliqué vraiment ce qu'il a fait. C'est un truc de dingue. On n'imagine pas ce qu'il est capable de faire pour arriver à finir une course. Et donc, voilà, en fait, c'est tous ces exploits qui sont peut-être aussi cachés par certains marins et qui sont extraordinaires. Alors moi, des arrêts, oui, j'en ai eu d'autres forcément que j'ai eu, parce que j'ai tout à l'heure, j'ai navigué, j'ai fait quasiment la moitié, voire les deux tiers d'un Vendée Globe sans aérien. Ça veut dire que tu n'as pas de direction de vent électronique. Donc, bah, tu fais comme en laser ou en 420. Tu regardes les penons et tu mets le nez dehors. Là, ça m'a valu quelquefois des petites surprises. Je pense notamment au moment où j'étais dans du petit temps dans le poteau noir. J'avais l'impression je regardais mes penons de nuit là par mon petit hublot. Mes penons étaient bien pareils, j'étais super content, mais je trouvais que j'avançais pas très vite. Puis en fait, je me suis aperçu que les penons ils étaient collés à la voile, donc ils pouvaient être pareils, mais en fait, ils n'étaient pas du tout bien réglés. Donc ça t'amène dans des situations quelquefois un peu bizarres, mais ça c'est le jeu de la course au large. Et donc ouais, après des avaries, on a eu des problèmes de hook de grand voile, donc j'ai été contraint d'affaler plusieurs fois, 3-4 fois ma grand voile pour pouvoir réparer ce hook et le changer finalement, parce que j'avais hook de spare à la fin. Voilà, puis il y a eu plein de petites choses forcément, des petites avaries par-ci par-là. Il y a des trucs que je vais garder encore pour moi aussi, forcément. Mais oui, il y a eu plein de petites choses, mais finalement, moi, je suis extrêmement content parce que le bateau, il passe la ligne d'arrivée, il a encore un mât, une quille et encore de quoi avancer. Et c'est quand même le minimum pour arriver. Et finalement, bah, quand tu suis les Vendée Globe, il y a des mecs qui ont passé la ligne d'arrivée, il leur manquait déjà des trucs comme ça. Hein. Je pense à des Marc Guillemot qui pensent qu'il manquait une quille, des Jean-Pierre Dick, des Mike Golding, d'autres qui sont arrivés avec des morceaux en moins, comme Conrad Coleman, il manquait un bout de mât. Donc toi, finalement, bah, on n'a pas eu tant d'avaries que ça, puisqu'on arrive en l'état, avec encore un petit peu d'énergie, un pilote, tout ça. Donc, en fait, ça te remet un petit peu dans les trucs, les côtés basiques de la voile. Tu dois ramener ton bateau à bon port avec les moyens que tu as et ce qui te reste. Et donc, bah, c'est ce qu'on a fait, je crois, avec Seb. Même si les dérives sont parfois récalcitrantes, Louis-Sébastien, toi, c'est l'énergie jusqu'au bout hein, qui t'a posé quelques soucis. Ouais, l'énergie, ça a été le sujet sur la remontée de l'Atlantique, parce que je me suis retrouvé dans une situation où en fait j'ai eu un problème, j'ai eu un problème moteur, voilà, une prise d'air sur mon circuit d'alimentation de gasoil que je pensais avoir résolu dans la descente de l'Atlantique, puis qui en fait m'a suivi un peu tout du long, que je pensais pas très grave parce qu'honnêtement pour alimenter tout le système du bord, je faisais assez peu de charge moteur. J'utilisais les hydrogénérateurs, le peu de solaire que j'avais pu installer sur le bateau. Et donc voilà. Et en fait, au fur et à mesure du temps, moi j'ai quand même cassé bah, les deux hydrogénérateurs qui étaient à poste et celui que j'avais en spare. Et, euh, et donc bah, j'ai dû faire plus de charge moteur. Donc j'ai essayé de résoudre ce problème moteur, mais j'avais pas la pièce qu'il fallait à bord pour pouvoir le faire. Et donc ensuite sur la remontée, quand ça tapait, là on a fait du près, ça tapait pas mal. Lors d'une charge, j'ai un câble qui a chauffé, qui s'est cassé et qui a créé un court-circuit en fait dans le bateau, qui a cramé mes deux alternateurs qui produisaient de l'énergie, qui était finalement ma seule source d'énergie restante quoi. Et donc là, bah, c'est un peu branle-bas de combat parce que en gros, tu as 2-3 heures devant toi et puis tout s'éteint, quoi. Donc ça veut dire plus de pilote, plus de désalinisateur, plus de navigation, plus de. Donc tout de suite, ça devient une situation assez désagréable à gérer. Donc il me restait un alternateur que j'avais dans un sac de spare que j'ai monté. Le problème, c'est que l'architecture de mon système faisait que, voilà, une fois que j'avais monté l'alternateur, c'est au moment où je relance le moteur pour vérifier que ça fonctionne, en fait, c'est qui tout double, quoi. C'est soit tu as bien fait le job et ça fonctionne, soit tu as mal fait le job et tu crames ton troisième alternateur, l'alternateur de spare. Comme je suis pas électricien, je suis pas mécanicien, je suis marin, mais effectivement, bah, il y a ce côté où il faut se former, apprendre et puis être un peu débrouillard. Donc Faut ça a appeler Louis fonctionné Duc, pour sinon. alimenter mes batteries de service, mais j'avais plus du tout de moyens de recharge de ma batterie de démarrage moteur. Et donc il a fallu que je modifie le câblage électrique du bateau.
pour utiliser un chargeur qui initialement était un chargeur de batterie de quille et le renvoyer vers ma batterie moteur pour pouvoir assurer le fait de pouvoir démarrer le moteur jusqu'à l'arrivée. Et ça a été jusqu'au bout, ça m'a suivi jusqu'au bout. J'ai même, si tu veux, l'idée d'aller se mettre à l'abri dans l'archipel des Açores pour trouver une solution ou pour pouvoir recharger en solaire m'a traversé l'esprit si j'y arrivais pas, parce que voilà, j'ai fait une première réparation qui a tenu 2-3 jours et puis ça a recassé, les câbles se sont remis à chauffer, il a fallu que je refasse du câblage. Et ça a été jusqu'au bout, au point que, voilà, quand j'arrive, quand je coupe la ligne d'arrivée, Hubert Lemonnier monte à bord. Déjà, le premier réflexe des mecs à bord en montant, c'est démarrer le moteur pour mettre le bateau en sécurité. Je leur dis, le moteur, il démarrera pas, les gars. C'est pas la peine. Le moteur, il démarrera pas. Je vous ai prévenu, il faut un ZOD, il faut une remorque. Et donc voilà. Et puis je leur dis surtout, touchez pas au plomb moteur, quoi. Il y a le plomb moteur, quoi. Et Hubert Lemonnier, donc, qui est sur le ZOD, il me dit, tu m'as pas envoyé la photo du plomb moteur. Je dis, oui, j'ai plus d'énergie, Hubert. Il dit, mais tu prends une photo, tu me l'envoies avec le téléphone. Je dis, Hubert, j'ai plus d'énergie. Il y a plus d'énergie dans les batteries du bateau. Il y a plus d'énergie dans le téléphone du bateau. Voilà, j'ai géré le truc pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi, si tu veux. Et clairement, ouais, dans les 2 dernières nuits, je vois que la réparation, elle est pas optimale, que si j'avais 10-15 jours de mer à faire, j'irais chercher mieux, j'irais faire mieux. Mais là, je me dis, bah, tu prends la barre, t'arrives, hein. Donc voilà, j'ai pas ressorti la caisse à outils dans le golfe de Gascogne pour gérer ce problème-là. Par contre, j'ai adapté ma stratégie à ce problème-là, c'est-à-dire que je voulais absolument être dans une situation déjà où je pouvais intervenir sur ma réparation, donc plutôt le bateau à plat, et dans une situation météo où le vent me poussait dans la ligne d'arrivée, donc au portant, plutôt qu'à des angles de vent serrés. C'est ça qui a induit quelques différences de trajectoire, notamment avec Louis et Violette sur la fin du parcours. Louis, tu ne soupçonnais pas ça. Eh ben non, non, parce que je le voyais arriver 2 nœuds plus vite que nous par le large, là, et puis j'étais persuadé qu'il allait finir devant moi. Pareil, j'avais pas forcément la voile qu'il me fallait sur la fin à un moment donné. J'ai dit, bon, bah, de toute façon, pour moi, Seb, c'est plié, hein, et il sera devant moi à l'arrivée. Puis finalement, en passant la ligne, je le vois 2 heures plus tard, 1 heure, assez rapidement, 1 heure plus tard, je crois, derrière moi. Et donc, bah, il fallait pas que ça dure trop longtemps, hein, parce que le Seb, malgré tous ses problèmes, il attaquait quand même comme un sauvage, hein. Et puis moi, quelque part, à cette phase-là, il me manquait une dérive aussi. J'avais oublié un petit peu ce problème-là, là. Mais 2-3 jours avant l'arrivée, là, juste après les Açores, j'avais fait le choix de monter un peu dans le nord parce que je voulais pas aller avec Seb puisqu'il allait naviguer dans du portant, dans du petit temps. Et ça, je voulais justement éviter ça puisque j'avais pas les voiles pour le faire. Sinon, je pense que c'est le choix peut-être que j'aurais fait par sécurité, par raison. Mais je voulais pas faire ça du fait de par ces voiles-là, et donc j'ai fait le choix de monter un peu plus nord dans des vents plus soutenus, et j'ai attaqué un peu comme quand je pouvais attaquer, je le faisais, mais de façon assez sévère. Et je me suis retrouvé naviguer face à la mer à 19-20 nœuds de moyenne, avec ma dérive sous le vent un peu au taquet, mais pas assez relevé. Et à un moment donné, le bateau est parti en accélération, bateau bien appuyé, bien gité face à la mer. Et là, la dérive a cassé, ce qui finalement n'est pas surprenant quand j'en discute avec mes argileurs, mais c'est pas forcément prévu pour cette utilisation-là. Donc il fallait relever un peu plus, que je savais, ce que je faisais en temps normal. Mais là, ben, je me suis fait surprendre et la dérive a claqué. Et il y avait pas mal de prêts à un moment donné à faire après cette situation-là. Donc il y a eu des phases où, en naviguant au près, mon bateau en cap compas, il faisait 20 degrés de plus qu'en cap GPS. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de dérives. C'est ce qui fait que mes dérives, bah, elles servent à quelque chose sur ce bateau, hein. Si j'avais eu un doute, je me suis bien aperçu de ce qui se passait sans la dérive. Donc, il a fallu se terminer comme ça jusqu'à la fin. Et avant une d'arrivée, c'était un peu stress parce que je voulais absolument pas avoir un bord à tirer sur la fin parce que je naviguais sous J2, j'avais encore les têtes traquettes à poste et tout. Donc, je me suis appliqué à naviguer très très haut, bien un tout petit peu avant la ligne d'arrivée, pour arriver en abattant un peu et être sûr de ne pas avoir à virer de bord. Donc jusqu'à la ligne d'arrivée, j'ai pas pu profiter de ces moments où les gens viennent nous voir, les bateaux accompagnateurs et tout. J'étais concentré jusqu'au bout pour se dire, faut surtout pas qu'il arrive une bêtise jusqu'au passage de cette ligne. Et vous parlez de la ligne tous les deux, messieurs, mais après il y a eu le chenal. C'était vous, votre premier tour du monde en solitaire. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Comment tu l'as vécu? Alors, écoute, d'abord, j'ai eu un super moment, c'est que j'ai eu un petit peu de temps, puisqu'on a laissé passer l'euphorie de Violette dans ce chenal, qui était quand même, je crois, extraordinaire pour elle aussi. Et nous, on a eu, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu 2 bonnes heures en attente à l'extérieur, avec une petite dizaine de personnes à bord de mon bateau, qui sont des amis proches, des gens de Cherbourg qui sont venus, qui m'ont fait la surprise
de venir à mon arrivée. On a pu les embarquer à bord et donc c'était un moment super sympa. On a pu échanger, où ça fait un petit sas de décompression avant de rattaquer un petit peu la foule. Et donc on est rentré dans ce chenal avec énormément de monde sur les quais, ce qui pour moi fait une double sensation à la fois. Tu dis mais ces gens pourquoi ils viennent me voir, ils me connaissent pas et par contre ils sont là, donc c'est à la fois c'est génial parce que bah, tu te rends compte que le Vendée Globe il a un poids énorme et à la fois ça me fait un petit peu peur. C'est pas des moments où je suis le plus à l'aise moi de me retrouver regardé par tout le monde comme ça. Donc on se rend compte un peu finalement de ce qu'est le Vendée Globe un peu aussi à ce moment-là, parce que on est finalement assez protégé quand on emmerde toute l'euphorie médiatique, même si on répond à beaucoup de choses, finalement on sait pas ce qui s'y passe vraiment. Et quand on rentre dans ce chenal, on comprend quand même que bah, c'est un moment énorme, que ce Vendée Globe, c'est une épreuve extraordinaire et qui a touché beaucoup de gens. Et donc, moi, le moment que je retiens le plus, finalement, c'est l'arrivée au ponton, alors avec notre musique qu'on a choisie, avec la tête de tous les gens qui sont sur le ponton. Tu les connais tous, et tu dis, ah, mais lui aussi, il est venu là. Lui aussi, il a fait la route, là, il s'est tapé 10 heures de route pour venir juste voir ma tronche à l'arrivée. Il repart tout à l'heure. Et là, du coup, c'est hyper, hyper, hyper touchant. Toi aussi, Sébastien, tu disais je mesurais pas l'impact du Vendée Globe. Tu l'as réalisé à ce moment-là, entre autres? Bah, c'est vrai que toute la foule qui est là à l'arrivée et donc dans le chenal et à l'arrivée ponton et puis sur la scène et puis après je sais plus comment ça s'appelle là, le Finisher Club là voilà. Donc toutes ces occasions qu'on a d'être en contact avec le grand public, ça matérialise vraiment l'engagement qu'il y a et l'intérêt qu'il y a derrière la course. Et pour nous, c'est l'occasion de le voir autrement que, tu vois, des commentaires, des likes ou des articles de presse. C'est vraiment, c'est physique, c'est des vraies personnes qui sont là, qui sont là pour célébrer ça avec nous. Et c'est vrai que c'est touchant, franchement, parce que tu vois bien l'euphorie qu'il y a dans les 3 semaines de départ. Après, tu pars en mer, il y a quand même une phase d'acclimatation, et puis il y a toute une phase où tu es dans ta course, où tu es coupé, tu es un marin, quoi. Tu es un marin solitaire sur un bateau, et même si tu envoies des contenus, tu te rends pas compte de l'impact que ça a à terre, de la dynamique qu'il y a, quoi. Même si, voilà, on te dit, bah, ça, il y a eu du monde qui a regardé, ça, les gens ont aimé, voilà, tu te rends pas compte. Et là, vraiment, c'est l'occasion de voir, waouh, ah ouais, quand même, c'est quelque chose, quoi. Et en fait, c'est hyper, c'est un côté assez sympa. Enfin, moi, je trouve ça assez sympa parce que on met tellement d'engagement pour être présent sur ces courses et que ça plaise, que les gens aiment et soient là au point de venir nous accueillir en faisant la fête comme ça. Franchement, ouais, c'est sympa, quoi. Moi, j'adore ce que je fais et, et en plus de pouvoir le partager et que les gens l'apprécient, bah, ça rajoute encore au côté vraiment, ben, qui permet de prendre du plaisir dans son activité, quoi. Donc c'est vrai que ouais, c'est assez chouette. Le chenal, franchement, au début, tu rentres, tu te dis, mais qu'est-ce que les gens attendent de moi? T'es au bout du chenal, au tout début du chenal, tu te dis, mais qu'est-ce que les gens attendent de moi? Bon, je vais prendre des feux à main, je vais, ok, d'accord, ça a l'air de se passer comme ça d'habitude. Puis en fait, au fur et à mesure de la progression dans le chenal, moi, je me suis vraiment pris au jeu, tu vois, où les gens, ils rigolaient voilà, à essayer d'avoir de l'interaction, d'échanger, de voir à la fois le côté grand public et c'est vrai aussi les proches qui sont là pour les proches et les partenaires qui sont là pour nous accueillir et l'équipe quoi. C'est moi tout le comment dire tout l'environnement qu'il y a autour du projet, que ce soit ouais effectivement partenaires, proches et l'équipe, c'est quasiment enfin c'est presque une vie de famille quoi. C'est-à-dire il y a l'aventure du Vendée Globe a créé une proximité qui, je pense, on ne peut pas connaître ailleurs, quoi. Et ça, c'est une chouette partie d'un projet Vendée Globe. C'est ce qui donne aussi l'envie de revenir. Tu l'as dit, hein, Sébastien, même avec rêver d'un top 10 dans 4 ans sur le papier. Ouais, ouais, carrément. Bah, moi, je me sens légitime sportivement. Je pense que je suis extrêmement fier de ma course, notamment jusqu'avant cet épisode après le Cap Horn dont on a parlé tout à l'heure avec lui. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu faire avec ce bateau qui est pas le meilleur des bateaux, mais qui est le bateau qui m'a permis de faire le Vendée Globe et de montrer mes capacités aussi quelque part. En revanche, j'aurais du mal à refaire la même chose dans 4 ans. Mais voilà, je l'exprimais à l'instant, j'ai énormément de plaisir à faire ce que je fais. Et donc, je suis un compétiteur, donc j'ai envie de revenir avec des ambitions sportives plus relevées, ce qui passe
par le fait de devoir passer une marche en termes de gestion de projet terrestre, en termes de budget tout simplement, hein, parce que aujourd'hui, je ne repartirai pas avec un budget aussi restreint vu toutes les conséquences que ça a, notamment sur la vie personnelle. Donc quand tu vois tes choix, euh, on appelle ça des choix professionnels, mais c'est des choix que tu fais par passion, impacter la vie même de tes propres enfants à terre, tu te questionnes vraiment sur la légitimité de ces choix. Donc aujourd'hui, je l'ai fait, je suis arrivé au bout, j'ai coupé la ligne du Vendée Globe, c'est exceptionnel, c'est génial. Je réécrirai pas la même histoire, à la fois pour moi en tant que sportif, mais aussi pour ne pas l'imposer de nouveau à mes proches qui franchement l'ont supporté largement pendant 4 ans quoi. Donc oui, top 10, l'ambition c'est un top 10 Vendée Globe 2028. J'y travaille déjà, mais il y a rien d'acquis. Avec des bateaux que tu cibles, par exemple, déjà? Comment ça fonctionne? Tu as besoin de quoi? Ben oui, j'ai besoin de quoi voilà, c'est essentiellement comment tu finances un investissement dans un bateau, donc des bateaux qui valent euh, près de 3 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien, et des budgets de fonctionnement, il faut qu'ils aillent avoisiner les 2 millions d'euros annuels pour pouvoir gérer des bateaux comme ça, quoi. Donc, euh, donc on cherche des partenaires pour rejoindre le projet. Et on regarde toutes les pistes qui sont possibles, quoi. Donc, je pourrais me dire, je veux un bateau plus récent, mais voilà, il faudrait 4 millions et demi d'euros. Et puis là, je me dis, la marche, elle est peut-être un peu haute à franchir en un pas. Donc voilà, moi, je cible des bateaux plutôt de la génération 2016. Voilà, des bateaux de cette génération-là. J'ai déjà eu l'occasion de naviguer dessus. C'est des bateaux qui sont extrêmement plaisants. C'est des bateaux qu'on peut faire évoluer. Euh, voilà, donc globalement, c'est ça. Ouais. Louis, pour te revoir, tu as vu les panneaux, les affiches aussi dans ce chenal. Le Viking de Carteret sera-t-il de retour en 2028 avec quelles ambitions, quels objectifs, quel support? Dis-nous tout. Alors d'abord, le Viking de Carteret, il va essayer de ramener son bateau dans le chenal de Carteret samedi prochain. On va essayer de passer, on a 1 heure pour pouvoir le faire en grande marée, donc on va essayer de ramener le bateau dans le chenal pour aller vers Cherbourg derrière. Et puis quand on regarde à plus grande échelle, Seb il parlait d'un tome 10, bah moi j'ai envie de me battre encore avec Seb, donc je vais être obligé de dire que pour le laisser derrière, je vais être obligé de vouloir faire un top 9. Donc j'ai les mêmes, voilà, je pense que Seb, en fait, on a des parcours, même si on n'a pas toujours fait les mêmes choses, on a des parcours un peu similaires, des mêmes envies, et pareil, hein, je vais tout donner pour pouvoir être sur la ligne du Vendée Globe 2028 sur un bateau plus performant, sur une génération 2016-2020, comme on pourra monter ce projet. Alors exactement les mêmes problématiques que Sébastien. On passe de projets très raisonnables sur des bateaux à dérive avec une ambition plus importante. Je n'y retournerai pas non plus, je pense pas, avec mon bateau actuel parce que ça a été une aventure extraordinaire. C'était la possibilité de venir au Vendée Globe et de se battre avec d'autres bateaux de façon la plus raisonnable. Bon, j'ai adoré naviguer pendant 4 ans sur ces supports-là. J'espère que nos bateaux ils seront dans d'autres mains dans 4 ans pour faire la même chose. Mais voilà, j'aime bien aussi évoluer, faire d'autres choses, des choses un petit peu différentes. Et donc j'aimerais bien sauter la marche des bateaux à foil et pour pouvoir se battre sur des bateaux performants, plus rapides. Et puis, moi, je rêvais quand j'étais plus jeune de faire du multicoque, mais je crois que maintenant, c'est plus la peine de faire du multicoque. On peut faire du foiler et je pense qu'on a le même genre de sensation que du multi, mais avec une quille, ce qui est quand même vachement mieux. Ça veut dire que toi aussi, tu veux revenir, mais avec un autre projet que celui que tu as vécu, hein. On parlait de ces 91 jours de mer qui ne sont rien par rapport aux 4 ans. Et on rappelle ce bateau que tu avais repris brûlé, un autre skipper que tu avais remis en état alors que peu de gens y croyaient. Hein. Oui, c'est vrai que quand on a monté ce projet, c'était un peu dingue. C'était pendant le premier confinement, en 2000, fin 2019. Non, 2019, hein, c'est ça, 2020, pardon, 2020. Et donc, ben, on propose de racheter le bateau de Clément qui appartenait à Fortil. C'est accepté. Et puis on se retrouve avec un bateau Clément Giraud. incendié, Clément Giraud, un bateau incendié, brûlé, dit pour certaines personnes irrécupérable, ce qui était pas vrai, mais pour le coup, et voilà. Et donc, on a monté tout ce projet d'abord de rassembler des fonds avec un prêt obligataire pour pouvoir financer la réparation du bateau. Ça veut dire que les banques
nous prêtaient pas d'argent puisqu'il n'y avait pas de partenariat derrière. Donc, on a proposé à des gens de se substituer aux banques. Donc, on a emprunté à des particuliers qu'on a remboursés au fur et à mesure avec un petit taux d'intérêt exactement pareil que si c'était des banques. Donc, on est en train de finaliser, de terminer ça. Et puis, derrière, il a fallu trouver des sponsors. Donc, on a commencé sur la JAB 2021 avec Marie Tabarly. Et puis, ce projet, c'est pas toujours comme ça, mais il s'est passé bien mieux que prévu. Et donc, on était au départ de la JAB 2021 avec Marie Tabarly. Et petit à petit, les partenaires qui sont arrivés, donc, notamment Lantana Environnement et le groupe FIV aussi, qui m'ont accompagné, qui sont devenus le sponsor principal, avec un groupement de partenaires. Alors, beaucoup d'entreprises normandes aussi dans ce groupe de partenaires, puis d'autres partenaires, Bit Énergie, bien sûr. Et donc, moi, j'ai envie, effectivement, d'évoluer un petit peu. Et donc, on a un truc qui va se mettre en place pour cette année. Il est possible qu'on soit au départ de la tranche Jacques Vabre. On est en train de monter le projet et de proposer ça à nos partenaires actuels, c'est d'être au départ de la tranche cette année, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour réfléchir au montage du projet suivant. Et donc, l'idée, c'est de faire la tranche avec le bateau actuel pour pouvoir mettre en place le futur. Et donc, on a quelques mois devant nous pour voir quel budget on peut avoir pour acheter un bateau plus performant et quel budget de fonctionnement il faut avoir de façon raisonnable pour faire les choses sans prendre de risques pour être au départ du Vendée Globe 2028. Donc voilà, ça commence à se structurer un petit peu. J'espère être au départ donc de Ajab avec mon bateau actuel, et puis ensuite d'arriver à le vendre à quelqu'un qui a envie de prendre cette suite, et donc et nous de partir sur un bateau plus rapide. Voilà un petit peu ce qui se met en place pour la suite. L'objectif est donc de repartir pour tous les deux, on l'a bien compris. Sébastien, avec des associations également que tu veux continuer à soutenir. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui est au cœur de mon projet depuis le tout début, c'est-à-dire de rendre un projet sportif utile aux personnes et le moins impactant possible pour l'environnement. C'est quelque chose que je porte depuis assez longtemps. La relation avec le fonds de dotation handicap Agir ensemble que je soutiens, elle est née en 2006-2007 lors de ma transat, de ma mini transat, et puis je l'ai vraiment réactivée à partir de 2019 lors de la Solitaire du Figaro. Handicap Agir ensemble, c'est 3000 personnes en situation de handicap intellectuel qui sont accompagnées dans la région nantaise. Donc moi, j'offre de la visibilité, je suis parrain de l'association, et puis j'ai mis en place des stages de voile inclusif en partenariat avec l'école de voile des Glénans. Donc c'est des groupes de personnes de tout âge qui partent pratiquer la voile le temps d'une petite semaine sur l'île d'Ars dans le golfe du Morbihan, avec toutes les vertus que peuvent amener le sport en termes de confiance en soi, de développement personnel, de dépassement de soi. Et donc c'est un volet que j'adore dans le sport. On parlait tout à l'heure du côté grand public, voilà cette cohésion que ça peut apporter, et aussi en fait quelque part un peu du bien-être, hein, et puis ouais de la confiance en soi. Et c'est vrai que ce Vendée Globe, je me suis dit, voilà, tu peux faire en sorte que le sport ait une réelle utilité. Donc cet engagement, évidemment que je vais le conserver, continuer à le développer. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose aussi, des compétences que j'ai acquis avec mon équipe durant toute cette campagne de Vendée Globe, c'est des notions de réemploi. Parce qu'on a fait beaucoup appel au réemploi pour pouvoir entretenir et développer notre bateau, du fait d'avoir un budget contraint. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des possibilités qui sont assez importantes. Il y a un vrai gisement de matériel, de ressources qui existe, qui est inexploité. Et je pense qu'il faut un peu changer de vision sur le réemploi et arrêter de se dire que c'est prendre du matériel qui était soi-disant obsolète pour le faire durer un peu plus longtemps, mais que ça peut être une manière d'apporter de la performance au bateau. Voilà, moi, la course au large dont je rêve pour les années à venir, c'est effectivement ça. C'est une course au large où il y a évidemment un volet sportif, où il y a un impact positif pour la société, et où on essaye de minimiser l'impact sur finalement ce qui est notre terrain de jeu, hein. Les océans, c'est un des endroits les plus sauvages, mais les plus préservés encore, mais aussi les plus fragiles de la planète. Et je pense qu'on doit vraiment être à la hauteur de ce terrain de jeu finalement. Donc voilà, continuer à faire progresser nos bateaux, mais je pense en essayant de mobiliser moins de ressources que ce qu'on peut faire actuellement. Je pense que c'est un bel enjeu, et je pense que si c'est un challenge qu'on donne à des bureaux d'études, à des ingénieurs, et ben ça peut être un challenge vraiment, comment dire, intéressant et passionnant à relever. Donc
Voilà, c'est dans cette ligne-là que je souhaite inscrire mon projet de Vendée Globe 2028. Et c'est les axes de réflexion que j'ai pu aussi avoir pendant mon Vendée Globe 2024. Louis, quelle réflexion, toi, on mûrit, avancé pendant ton tour du monde en vue de 2028? Ah, c'est dingue, ça, on va être encore concurrent avec Sam Marseille sur tous les fronts, c'est pas possible. En fait, Seb, il parle du réemploi, mais pareil, on est clairement là-dedans aussi avec ce bateau qu'on avait récupéré. Beaucoup de matériel qu'on a pu sauver, qui était dit cramé et non réutilisable, qu'on a reconditionné. On a été faire aussi les containers des bateaux un petit peu plus performants, un peu plus à l'aise que nous, et on a récupéré beaucoup de choses dans d'autres équipes. D'abord, ça a été des voiles à l'origine qu'on a retaillées pour remettre sur le bateau. Ensuite, il y a de l'informatique, des pilotes, des pièces qui sont extrêmement chères aussi. On a réussi à réduire énormément les coûts grâce à ça, et puis à réutiliser du matériel qui était abandonné. Donc, on est aussi beaucoup dans ce mode-là. C'est intéressant aussi de prendre un petit peu de recul sur la course au large, sur les classes 40, sur les IMOCA, de voir comment sont réutilisés les bateaux. Et on s'aperçoit quand même que souvent, les bateaux de course, ils sont construits, ils sont utilisés en termes de très haute performance au début, puis réutilisés par des coureurs qui viennent débuter dans un circuit pour évoluer après. Et finalement, ils ont des durées de vie qui sont très longues, les bateaux de course, bien plus que les bateaux de plaisance. Et de plus en plus longue. Et de plus en plus longue, bien sûr. Et puis, on arrive dans nos bateaux, là, typiquement, on a des bateaux de 2006-2008, ils sont modifiés au fur et à mesure. On coupe un morceau d'étrave, on en remet un autre, on change le mât, on remet des dérives, on recule les ballasts, pour avoir des bateaux qui évoluent. Alors forcément, ça fera jamais des avions de chasse par rapport aux bateaux actuels, mais ça permet de réfléchir aussi, d'avoir un peu de réflexion sur nos bateaux et de voir comment on peut les améliorer dans des coûts raisonnables. Et moi, j'ai toujours aussi monté mes projets en essayant de faire des projets performants, mais de façon raisonnée pour pas partir dans des enjeux financiers extrêmes, ce qui n'est pas non plus mon tempérament de montage de projet. Donc l'idée, c'est de faire de la performance, mais aussi en faisant très attention au côté raisonné pour ne pas avoir du déballage d'argent dans tous les sens, qui quelquefois sur certains projets me choque un petit peu. Voilà. Merci messieurs, je sais pas Sébastien si tu souhaites ajouter quelque chose. On vous souhaite un bon convoyage à tous les deux si on a bien suivi. Non, écoute, oui. Oui, Maxime, merci en tout cas à vous pour cet accueil et ce temps de parole, c'était avec plaisir. Et oui, pareil, merci Maxime, c'est toujours un plaisir de causer avec toi. Et puis, j'espère qu'on se recroisera rapidement. Et puis, on va repartir, mettre les pieds sur nos bateaux, naviguer un petit peu. Ça va pas faire de mal finalement. Sur les pontons normands, bretons ou vendéens. Merci à vous deux, Louis Duc et Sébastien Marseille, donc, après ce Vendée Globe, d'avoir débriefé, analysé, décortiqué avec nous. Ainsi s'achève ce 202e épisode de Pause Report. On vous retrouve la semaine prochaine. C'est Axel Capron que vous retrouvez fidèle au poste. À très vite. Merci. Merci à toi. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!